scientifique franco-américain se consacre depuis 15 ans à l'étude du plus gros animal que connaît notre planète. À l'extrême est du Canada, le fleuve Saint-Laurent est si large que l'on croirait la mer. C'est un véritable sanctuaire pour les baleines. Rorqual commun, baleine bleue, baleine à bosse, habite ces eaux d'avril à novembre. Durant ces mois, Richard vient ici récolter des informations sur ces mystérieux mammifères. Patience et obstination sont les premières armes de Richard pour étudier ces animaux qui passent plus de 80% de leur temps sous l'eau. Nous sommes sur une série de bancs que l'on trouve en eau peu profonde. Autour de ces bancs, on atteint des fonds allant de 80 à 100 mètres de profondeur. Et c'est là que les baleines se trouvent en ce moment. Nous sommes en train de faire des biopsies qui nous donneront des informations d'ordre génétique. Tout d'abord, nous identifions le sexe des cétacés, chose que l'on obtient difficilement par d'autres moyens. Et par la suite, nous pourrons en savoir plus sur la constitution génétique des baleines qui remonte jusqu'au golfe du Saint-Laurent. À peine le petit port de Mingan disparaît-il que les premiers souffles se dessinent sur l'horizon. Lorsque Richard sera suffisamment proche d'une baleine, il passera à l'attaque. Une attaque pas comme les autres. It's right here. Okay. I think I lost it though. Where is it? Let's try and shoot this whale. It's over here. Ok. Tiens, est à côté. Ça c'est gros. Est à côté, Richard. Allez. Okay, we're ready. There's one up there. I don't know if that's the same one though. What do you think? It might be. Think it is? Keep going, a little more, a little closer. Okay, that's good. Keep that speed. Cut a little bit that way. A little bit. Okay. Move up just a bit more. It's coming. Wait till it comes up. Get up a little more speed. A little more speed. All right, it's coming up. All right. All right. Good job. Good job. Try to get the arrow. Les flèches de Richard sont spécialement conçues pour rebondir après avoir prélevé un échantillon de peau et de gras. La baleine continuera sa route comme si de rien n'était. Richard partage ses découvertes sur les baleines en organisant des stages d'observation en bateau et en animant à sa base de recherche de Mingan un centre d'interprétation ouvert au public. Nous avons derrière nous une fresque qui décrit notre zone de recherche de la région de Mingan. Elle s'étend de la pointe de Mingan, donc ici sur la côte nord, juste de l'autre côté de l'île d'Anticosti. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de reconstituer ce qui paraît être une journée type de ces mammifères marins. C'est assez représentatif de ce que nous observons fréquemment.
La baleine à bosse, le rorqual commun et la baleine bleue sont toutes les trois de la famille des rorquals. Ces mammifères marins ont une espèce de poche extensible qui leur permet de gonfler cette partie de la bouche ou de la gorge. L'animal peut ainsi ingurgiter de 10 à 20 tonnes d'eau et de plancton en même temps. Une fois que l'eau et le plancton sont à l'intérieur, il referme la bouche. La contraction musculaire de la poche centrale et la ligne intérieure de la bouche permettent de recracher l'eau à travers les fanons que vous voyez ici sur la mâchoire supérieure. Une fois l'eau expulsée, il avale le plancton. Ce que nous voyons ici, ce sont 3 baleines à bosse qui utilisent l'air qui sort de leurs évents. Elles forment ce que l'on appelle la ronde des bulles. C'est un rideau de bulles qu'elles forment en cercle ou en demi-cercle tout en remontant à la surface. Une grande concentration de plancton est accentuée par l'effet de bulles qui s'échappent en minces colonnes vers la surface. À l'intérieur de ce rideau de bulles, vous avez parfois 1, 2 et même jusqu'à 10 baleines qui se nourrissent du plancton qu'elles ont encerclé avec ces bulles. A été appelé par le gouvernement du Québec pour une mission particulière. Le cadavre d'une baleine bleue porté par le courant s'est échoué sur cette plage près d'un village. Il s'agit maintenant de dégager la carcasse. Les vertèbres, chacune ne pesant pas moins de 40 kg, seront soigneusement conservées. Richard récoltera ainsi tous les ossements et autres parties anatomiques de cétacés pour reconstituer dans son centre d'interprétation le squelette d'une baleine bleue. C'est le plus grand animal que la planète ait jamais connu. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres et peser plus de 100 tonnes. J'ai là avec moi un fanon typique de baleine bleue que nous avons été obligés de découper en quartiers car c'est très lourd. Vous voyez ces lamelles, ce sont les fanons plantés à l'intérieur de la bouche, alors que cette partie-là, à l'extérieur de la bouche, est sur la mâchoire supérieure. Ces fanons, c'est ce que la baleine bleue utilise comme filtre. Les baleines viennent ici, dans ces eaux particulièrement riches en nourriture, pour se gaver, avant de repartir vers le sud, où elles se reproduiront et mettront bas. Même si les baleines sont nombreuses à l'embouchure du Saint-Laurent durant l'été, les recherches de Richard demeurent un véritable casse-tête. Leur gigantisme ne les empêche pas d'être discrètes, et elles ne laissent aux scientifiques que quelques rares indices en surface. Un véritable travail de regroupement et de déduction reste à faire. Pour cela, l'appareil photographique est un précieux outil.
Les photos sont essentielles pour les cétologistes à travers le monde. Elles permettent d'étudier la généalogie, la structure des groupes, leurs déplacements et les modifications de leur comportement. Okay, that was the curl dorsal fin, 11, 10, 11. Group of 3 fin back. Voici un catalogue que nous constituons depuis plus de 15 ans dans le golfe du Saint-Laurent. La plupart de ces animaux reviennent assez régulièrement dans la région. Celle-ci est facilement reconnaissable par les marques que l'on peut observer, comme cette ligne juste là, et aussi par ces dentelures ici. Les cannelures de la baleine à bosse sont une caractéristique de l'espèce. Elles sont très utiles pour leur identification. L'une des tâches fondamentales de la recherche sur les espèces marines, quelles qu'elles soient, consiste à identifier l'individu. Parce que si vous n'identifiez pas les individus, vous ne pouvez pas étudier leur comportement. Chaque animal a des signes particuliers qui varient d'une baleine à l'autre. Il n'est pas nécessaire de les marquer d'un signe distinctif, puisque tous les renseignements dont on pourrait avoir besoin pour reconnaître un animal se trouvent sur son corps. Jusqu'à cette année, nous avons identifié plus de 400 baleines à bosse dans le golfe du Saint-Laurent. Pour le nord-ouest atlantique, il existe un catalogue constitué par de nombreux chercheurs qui ont recensé plus de 4000 baleines à bosse. Pour les autres espèces, les rorquals communs en particulier, le processus d'identification est légèrement plus complexe. Les scientifiques qui effectuent ces photographies doivent se concentrer sur le flanc droit du rorqual commun. Ce que nous voyons ici est la partie que nous appelons le chevron, juste derrière la tête. Et on photographie aussi la nageoire dorsale, qui comporte des entailles. Voilà ce qu'il nous faut pour nous permettre de reconnaître un animal. La baleine bleue est l'espèce la plus rare. Les photographies sont aussi très utiles pour leur recensement. Richard a mis au point une méthode de photo-identification des baleines bleues. En 1981, il a eu l'idée de photographier la pigmentation des flancs. D'année en année, revoyant les mêmes individus, il a pu confirmer que cette pigmentation ne se modifiait pas. Aujourd'hui, le catalogue central des baleines bleues est à Mingan. On y trouve toutes les baleines bleues identifiées dans l'Atlantique Nord. Richard, lui, en a déjà dénombré 500. Auxquels il a donné des noms. I got the position here. Ready? Okay, 48, 35.705 north. Yeah. 06402.670 west. Okay. Got it? Yeah. Okay.
Nous prenons la position du GPS, le système de position globale, ce qui nous permet d'obtenir des informations très précises sur l'endroit où se trouvent les animaux. Et nous prenons plusieurs positions pendant la journée de façon à pouvoir suivre les déplacements d'un individu ou d'un groupe sur une carte et voir comment ils se comportent sur les bancs ou dans les profondeurs au large des bancs. Nous avons donc une idée très précise de leur mouvement au jour le jour et nous pouvons en établir une cartographie en temps réel. Le travail de Richard se poursuit tard dans la soirée. Les positions des baleines rencontrées sur le terrain sont reportées sur une carte de la région, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Il suit leur déplacement à l'intérieur du golfe, tente de percer leur mystère, de comprendre leurs activités et leurs habitudes de vie. Chaque année, 7 à 800 rorquals communs viennent ici, environ 300 baleines bleues et plusieurs centaines de baleines à bosse. Au cours de leur migration, elles ont parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Les déplacements des baleines sont à la mesure de leur taille. Et Richard doit parfois parcourir des centaines de kilomètres pour les retrouver dans la baie du Saint-Laurent. Les baleines se déplacent fréquemment vers la côte sud, en Gaspésie. D'une année à l'autre, Richard rencontre parfois les mêmes baleines. Il connaît certains individus mieux que d'autres. Le plus émouvant, c'est la rencontre une année après avec une mère qui lui est familière, accompagnée de son petit. Lorsqu'on rencontre une baleine à bosse avec son petit, c'est vraiment l'euphorie. Les baleineaux viennent parfois nager autour du bateau, rôder sous la coque. Ils sont curieux, nous regardent, jouent avec nous. Ils ont l'air contents, et leur mère aussi. Quand ils s'approchent du bateau, c'est très amusant. C'est comme une réunion entre la famille du chercheur et les baleines.
Pour pouvoir obtenir des informations complètes sur les mouvements de ces animaux, il est essentiel de pouvoir se déplacer depuis la zone de recherche principale le long de la côte nord ou de descendre ici, dans la partie sud du golfe. Les comportements des baleines sont très difficiles à percevoir. Il arrive cependant à Richard d'observer des attitudes très démonstratives. La caméra vidéo est alors un autre instrument très utile. En surface, il lui arrive de rencontrer des animaux se livrant à des manifestations étonnantes et fort intéressantes. Un cadeau pour Richard. Jeu, communication avec les autres baleines, avec les hommes. Richard tente de comprendre à quoi cela correspond. Humpback whales are perhaps the more La baleine à bosse est sans doute l'espèce la plus agréable à étudier. De toutes les baleines, c'est celle qui se laisse observer le plus facilement. Nous avons réussi à en filmer une en train de battre la surface de l'eau avec ses nageoires. On ne sait pas très bien ce que ça signifie au juste. Nous supposons que c'est un moyen de communiquer. Peut-être même essayait-elle de nous dire quelque chose à ce moment-là. Nous ne pourrons jamais être sûrs, mais c'est un comportement très intéressant à observer. Et en enregistrant ces informations sur vidéo, nous en apprenons un peu plus sur le comportement des espèces. La quête de Richard est continuelle. Jusqu'au crépuscule, il n'a qu'une préoccupation, les baleines. Toujours à l'affût d'un souffle ou d'une silhouette aperçue. Avec leur mystère. Mais elle ne les emporte pas tous avec elle, car Richard est là pour percer un peu plus chaque jour l'intimité de ces animaux fascinants. Les eaux d'Afrique du Sud détiennent le sinistre record d'attaques de squales sur des humains. Pour Vic Pedemors, docteur en biologie comportementale, les requins ne sont pas les monstres sanguinaires avides de chair humaine, mais de splendides créatures parfaitement adaptées à leur milieu et les plus évoluées des prédateurs marins. Sur les 375 espèces de squales répertoriées dans le monde, une centaine fréquentent les eaux sud-africaines. Et moins d'un quart d'entre elles sont considérées comme dangereuses pour l'homme. Vic étudie plus particulièrement les requins de sable, qui chaque printemps se retrouvent ici, au récif d'Aliwal Shoal, à une cinquantaine de kilomètres de Durban.
Jour après jour, Vic plonge à la rencontre des requins de sable. Comme tous les animaux marins, les squales sont très difficiles à étudier dans leur milieu naturel. Le temps d'observation est réduit. Chaque plongée dure moins d'1 heure. Et le froid peut rendre le travail pénible. Mais Vic veut profiter pleinement de cette saison pour enrichir son étude, car les connaissances sur cette espèce de requin sont encore très incomplètes. Le scientifique cherche avant tout à découvrir combien de temps exactement les requins de sable restent sur ce récif, se prélassant entre 20 et 30 mètres de profondeur. Et pour résoudre cette énigme, il lui faut identifier les individus et voir s'ils rencontrent les mêmes d'un jour à l'autre. Après de longues années de recherche, les scientifiques ont pu démontrer qu'Aliwal Shoal est un point de rendez-vous, une étape sur la route migratoire de ces requins. Les femelles mettent bas plus au sud, puis se dirigent vers le nord, où se déroulera leur prochaine gestation. Entre-temps, elles marquent une pause, ici, au large de la côte ouest de l'Afrique du Sud. Les mâles surgissent alors dans l'océan pour rejoindre les femelles. C'est la saison des amours. Malgré ses 3 mètres de long et sa mâchoire impressionnante, le requin de sable est relativement pacifique. Il se nourrit de poissons qu'il chasse surtout la nuit, mais aussi de homards et de gros crabes. Lors de ces rencontres sous-marines, hommes et bêtes gardent leur distance. Si chacun se tient à sa place, tout se passe pour le mieux. Ce qui est préférable lorsqu'on est entouré d'une quarantaine de requins. Pour identifier les squales, Vic se sert souvent des marques que les pêcheurs leur ont infligées en essayant de les attraper. Hook, avec un hameçon planté dans sa mâchoire, est facilement repérable. Vieille branche, lui, s'est sans doute pris dans un filet et a déchiré ses branchies. Et pour Stumpnose, c'est le museau qui a été entaillé par une ligne de pêche. Quant à Joséphine, ses cicatrices blanches sur le dessus de la tête sont les séquelles d'accouplement passé. Pendant la reproduction, les mâles s'agrippent avec leurs dents. Leurs morsures sont censées stimuler les femelles. L'amour est féroce chez les requins. De retour à terre, Vic reporte sur une carte les déplacements des requins identifiés. Mais les moyens de reconnaissance, toutes ces marques artificielles, sont éphémères. Au bout de quelques semaines, les hameçons finissent par tomber et certaines plaies superficielles cicatrisent. De plus, tous les requins n'ont pas nécessairement de signes particuliers sur la gueule. Alors, pour pouvoir comptabiliser précisément tous les requins de sable évoluant sur le récif, Vic décide d'adopter une méthode de photo-identification à plus long terme basée sur les taches présentes sur le corps des requins qui permettent de différencier les individus. Chaque animal possède des dessins qui lui sont propres. Vic décide donc de photographier les requins depuis les branchies jusqu'à la queue pour créer un nouveau catalogue. Dès sa première plongée, il répertorie de nouveaux individus. Spot présente des dessins bien particuliers sur son deuxième aileron dorsal. Quart d'aileron, lui, a une malformation des ailerons ventraux. Les taches éparpillées sur le corps des requins servent d'appât. Elles attirent de plus petits prédateurs qui, dans l'obscurité, prennent les marques claires pour des bancs de poissons. Le requin n'a plus alors qu'à fournir une brève accélération et à ouvrir la gueule pour gober l'assaillant.
Après quelques jours de recherche, des personnages inattendus viennent compléter la collection de Vic. Bientôt, il sera capable de connaître le nombre de requins concentrés sur le récif. Il faudra ensuite définir si ce sont les mêmes animaux qui restent ici pendant toute la période de reproduction ou si les individus ne font que passer. Encouragé par ces progrès, Vic multiplie les plongées quotidiennes. Si pour les requins de sable, le printemps est la saison des amours, pour les humains, c'est le début des vacances. L'invasion commence. Lorsque les requins sentent la présence de poissons morts et de sang, ils sont pris de frénésie alimentaire. Cette excitation les rend extrêmement dangereux. Mais ici, à cette période de l'année, il est facile de tomber sur les requins. Et pas besoin d'appât. En peu de temps, Aliwal Shoal est devenu un site de plongée très réputé chez les touristes amateurs de sensations fortes. Beaucoup d'entre eux ne mesurent pas la chance qu'ils ont d'approcher les requins dans leur milieu naturel. Ils songent seulement à l'effet que produiront leurs photochocs au retour des vacances. Les touristes perturbateurs n'ont sans doute pas conscience de l'effet que pourrait avoir leur comportement sur l'équilibre naturel. Gêner les femelles sur leur site de reproduction pourrait à la longue mettre l'espèce en péril. Ces requins de sable ne pondent pas d'œufs, mais donnent naissance à des petits complètement formés. Dans un premier temps, une quinzaine d'embryons se développent dans les deux utérus de la mère. Dès ce stade, leur caractère de prédateur est affirmé. Très vite, le plus fort de la portée attaque et dévore ses frères et sœurs. Au bout des 9 mois de gestation, il ne reste que 2 petits cannibales, un par utérus. Le taux de reproduction de ces requins est donc relativement faible. C'est pourquoi Vic est extrêmement vigilant sur le bien-être de ces animaux pendant leur séjour sur ce récif. Et lorsqu'un plongeur en fait un peu trop, Vic perd son sang-froid. Chaque saison, les touristes débarquent de plus en plus nombreux. Cette influence incontrôlée fait le bonheur des commerçants, mais Vic s'inquiète de l'avenir des requins et par conséquent de leur milieu. Les vrais responsables sont les centres de plongée qui proposent aux visiteurs des sorties en mer pour faire la rencontre de leur vie. Chaque saison, ils accueillent des milliers de plongeurs. Leur chiffre d'affaires atteint presque 8 millions de dollars par an. Dans ces conditions, difficile de lutter. Dans son combat pour la préservation des requins, Vic a trouvé un allié. Il s'appelle Britt et dirige l'un des plus importants centres de plongée. Britt a compris que menacer les squales ou les contraindre à partir se reproduire ailleurs, c'est aussi compromettre l'avenir de son entreprise. Plus de requins sur le site et il peut dire adieu aux bonnes affaires. Good to see you, yeah. Good, you here to do some diving? Well, I hope so, if your divers have left me some sharks to do research on. Oh, I'm a little bit worried about the amount of divers who go to the sharks at the moment, eh? I think we should do something about it. Ensemble, ils décident de proposer une réunion aux autres patrons de centres de plongée pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Yeah? Okay. En attendant, Vic étudie les conséquences de la présence des touristes sur le comportement des requins. Il cherche à définir le seuil de tolérance des animaux, à quelle distance ils se laissent approcher sans se détourner.
Au cours de mes recherches, j'ai pu constater que lorsque les plongeurs se conduisent maladroitement, les requins ont tendance à s'éloigner. En revanche, j'ai remarqué qu'ils se laissent approcher à une distance de 3 mètres. Mais si les plongeurs s'aventurent au-delà de cette limite, les requins se sentent menacés et s'éloignent. Okay, thank you very much for coming here today, guys. As you know, here on the Edible Shoal, we have a really great shark dive, and we're here to discuss ways of how Le jour we de la can réunion est arrivé. our divers and our sharks Il fallait s'y work together attendre, for les the débuts sont betterment difficiles. of this area. Does anyone have any good ideas of how we can achieve this? The one way we can accomplish this task is to put a quota onto how many divers we can take out to the shore. Quota system. Business is already bad. Now you want to Personne n'est take more d'accord. business Au nom away du from the business, shore. les patrons rejettent en bloc la proposition d'un système de quotas sur le nombre de plongées. Mais une idée commence à faire son chemin. Il faudrait que les touristes connaissent mieux les requins pour adapter leur propre comportement sous l'eau. Et la plupart des visiteurs ignorent tous les squales. La discussion porte ses fruits. 5 des 7 patrons finissent par s'entendre. Ils votent pour que Vic, en tant que spécialiste des requins, forme les touristes et les moniteurs de plongée au respect des squales. Vic a remporté une grande victoire. Mais une croisade ne se gagne pas en un jour et celle-ci ne fait que commencer. Il donnera son premier cours autour d'un sujet de choc, les dents du super prédateur des mers. Okay, guys, thanks very much for coming through this afternoon. Les dents du requin de sable sont longues et étroites, adaptées à la capture des poissons qu'ils avalent d'un coup. La gueule des plus grands requins peut contenir jusqu'à 30 000 dents, disposées en plusieurs rangs. Celles de devant sont toujours acérées. Sitôt usées ou cassées, elles sont remplacées par d'autres qui avancent à leur place dans un mouvement de tapis roulant. On a calculé que dans sa vie, un requin peut utiliser environ 20 000 dents. Comparé à une dent fossile de 14 millions d'années, celle d'un requin de sable d'aujourd'hui présente absolument les mêmes caractéristiques, preuve de la parfaite adaptation de ces animaux à leur environnement. 14 million years ago, a shark, like the ragged-toothed shark, had already evolved to almost the same size and shape that it is today. Folks, remember that we're very fortunate here at the Edible Shoal that we can see sharks going around in their natural behavior. Here we have a diver sitting very calmly, and you can see how close the shark will get. If you're sitting calmly like this diver is, the shark will come within at least 1 meter of you. If you're moving around, or if you go into Reggie Cave or into Cathedral, you will chase the sharks out, and it results in an unpleasant diving experience for both you and the shark. And of course, we do not want to interrupt the shark's behavior. Vic apprend à ses élèves à distinguer les individus sous l'eau. Sur cette photo, on reconnaît un mâle. L'organe génital masculin est placé sous le deuxième aileron dorsal. Ce geste représente le pénis des requins et désigne les mâles. Pour les femelles, Vic utilise un signe encore plus évocateur et presque universel. Sortir en mer est toujours une aventure. Il faut déjà passer la barre où les déferlantes sont très dangereuses pour les petites embarcations. Il reste ensuite 45 minutes de navigation dans le large pour atteindre Aliwal Shoal. Aujourd'hui, Vic se rend compte du formidable potentiel que représentent tous ses élèves avec leurs appareils photo amateurs. Les vagues successives de touristes vont lui permettre de connaître le nombre exact de requins de sable et de reconstituer leur emploi du temps. Il suffira de recouper toutes les informations fournies par les centaines de clichés pris par les plongeurs. Everybody ready? Right, DV's in, please. All together on the word go. Don't hesitate, please. Ready and ready and. One, ready, 1, 2, 3, go! Les enseignements de leurs professeurs ont éveillé chez ses élèves une curiosité nouvelle. C'est exactement ce dont Vic rêvait. Plonger avec des gens qui ont envie d'en savoir plus et qui approchent les requins avec respect.
Voici une femelle. Chez les requins, elle est souvent plus grande que le mâle. Sa peau est aussi plus dure et résistante, sans doute pour la protéger des morsures amoureuses infligées pendant l'accouplement. L'accouplement a lieu environ un mois avant l'ovulation. Chez certaines espèces de requins, comme le peau bleu, le sperme peut être conservé vivant dans le corps de la femelle pendant au moins un an. Vic a inventé des signes pour distinguer différents individus. Ce mâle a un hameçon planté dans la mâchoire. Il doit s'agir d'un hook. Pendant ses cours, Vic cherche à démystifier les requins, que la légende réduit trop souvent à de simples automates sanguinaires et stupides. La réalité est beaucoup plus intéressante. Ces animaux constituent l'élite des prédateurs marins. Ils sont l'équivalent des grands carnivores terrestres. Le requin est parfaitement équipé pour repérer ses proies. Il possède un sixième sens, l'électroréception. De petits organes très sensibles, appelés ampoules de Lorenzini, et situés au-dessus de sa gueule, détectent les faibles champs électriques émis par les proies. Autre perfectionnement, le requin est également sensible aux vibrations cardiaques produites par n'importe quelle créature en mouvement dans un rayon de 150 mètres. Mais ces formidables prédateurs, à la biologie si complexe, paient aussi le prix de leur parfaite adaptation. Ils terrorisent. Et pour les empêcher de s'approcher des plages, les hommes ont posé 450 km de filets. Des filets immobiles que les requins ne peuvent détecter, puisqu'ils sont surtout sensibles au mouvement. Ici, on craint surtout le grand requin blanc, le requin bulldog et le requin tigre, tous impliqués dans des attaques ayant entraîné blessures ou mort d'hommes. Chaque accident provoque toujours un vent de panique chez les baigneurs, qui désertent alors les plages. Tous les jours à l'aube, les équipes du Natal Sharks Board viennent relever les filets protecteurs. Et chaque année, ils trouvent les cadavres de milliers de tortues de mer et de dauphins morts d'étouffement. Aujourd'hui, Vic est venu constater les dégâts. Parmi les quelques 1400 squales prises au piège chaque année, se trouvent parfois des requins de sable. À défaut de pouvoir les remettre à l'eau vivant, Vic essaie d'en tirer des informations pour faire avancer ses recherches. Ah, it's a reggie. Yeah, reggie. Okay. It's loaded, guys. Certains d'entre eux ont été marqués par d'autres scientifiques et peuvent leur renseigner sur leur provenance et leur parcours migratoire. Looks like a nice tag, eh? Yeah. What's the number? Ce mâle porte un numéro d'identification qu'il suffira de contrôler sur un fichier. Yeah, unfortunately, that is a problem with the tagging program. Si deux générations de scientifiques ont pu étudier les flux migratoires des requins de sable, c'est grâce à ces nombreux marquages effectués depuis 1962, date de création du Natal Sharks Board. Mais les chercheurs ont beaucoup de mal à identifier ces marquages minuscules au cours de leur plongée. Pour Vic, la méthode de la photo-identification est la plus efficace. Please, guys, send them my way. I can use them, and I can use them in my research, get an idea of individual animal movements on the Aliwal Shoal, and perhaps even further afield in the future years. En quelques semaines, Vic a pu rassembler des centaines de photographies prises par tous les plongeurs sensibilisés par ses cours. Des touristes qui se sont pris au jeu et qui sont finalement devenus de véritables assistants. Il ne faut pas exagérer les risques encourus par les plongeurs. Les experts estiment à moins d'une centaine le nombre d'agressions de squales commises chaque année dans le monde. Une trentaine d'entre elles sont mortelles. En quelques semaines, les élèves de Vic ont appris à rester calmes et attentifs aux requins.
La photo-identification est une méthode qui permet beaucoup de précision. Grâce à la projection de diapositives sur une feuille blanche, on peut redessiner tous les détails et les caractéristiques de chaque individu. Ce travail long et fastidieux permet d'obtenir des renseignements fiables et donne parfois de bonnes surprises. Sur cette photo prise par l'un de ses élèves, Vic reconnaît les taches caractéristiques de Spot. En un peu plus d'un mois, c'est la 5e fois que ce requin mâle a été identifié. Il semble donc faire un séjour prolongé sur le récif d'Aliwal Shoal. Et c'est exactement le genre d'information que Vic recherche. Le pari est réussi. Ses élèves ont maintenant conscience qu'une simple plongée, avec quelques conseils et beaucoup d'attention, peut se transformer en une véritable exploration sous-marine. Ils connaissent aujourd'hui un peu mieux les requins. Mieux encore, ils ont appris à les respecter avant même de les craindre. Certains de ces plongeurs sont aussi devenus de précieux alliés et participent à leur manière au progrès de la recherche. Je sais maintenant que les requins de sable restent entre 2 et 9 semaines. Spot est ici depuis 2 mois. Les jeunes se déplacent ensuite vers les mers chaudes. Je suppose que les eaux plus froides de ce littoral ne sont qu'une extension de leur territoire. Les femelles quittent le site à la mi-novembre et se dirigent vers le nord pour rejoindre leur lieu de gestation. Les mâles traînent un peu plus longtemps dans les parages et puis s'en vont. Pour quelle destination ? C'est encore un mystère, encore du travail pour mes futures recherches.